Amis expatriés, bonjour, grande joie de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver avec un sujet important, pas assez souvent évoqué, alors qu'il est quand même assez courant en expatriation, c'est celui du burn-out parental. Oui, si on part en expatriation, c'est beaucoup pour nos enfants, parce qu'on pense que l'expérience va être bonne pour eux, qu'on va avoir des enfants avec une belle exposition internationale, qui vont se développer, qui vont être des enfants curieux et riches. Et c'est vrai que ça fait partie des joies de l'expatriation. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a aussi cette fatigue, cet isolement des parents expatriés qui font que plus souvent qu'à notre tour, on peut être concerné par cette question du burn-out parental. Il faut en parler, il faut être accompagné, il faut avoir les clés de ces situations. Et donc, nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir une experte de ce sujet, Capucine Thirault. Capucine, tu es à Johannesburg, en Afrique du Sud. Tu es une expat expérimentée, tu as vécu dans pas mal de pays, tu as des enfants, tu es formée en discipline positive et tu animes depuis longtemps des ateliers, des formations pour les parents, et notamment sur ces questions de burn-out parental. Donc Capucine, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir parmi nous. Merci pour tout ce que tu vas nous apporter aujourd'hui et pour vous qui nous écoutez. D'abord, vous n'hésitez pas à poser vos questions à Capucine dans le chat. Elle les verra, elle, pas forcément, mais dans ce cas-là, moi, je me ferai votre voix pour lui signaler vos questions. Et puis, si je suis certaine qu'en entendant mon intro, il y en a qui ont pensé à elles-mêmes, et c'est pour ça que vous êtes là, vous avez certainement eu un visage, un nom en tête en vous disant « Ah oui, lui ou elle, ça serait intéressant pour lui ou pour elle d'entendre ça ». N'hésitez pas surtout à leur... Alors, les taguez pas, c'est pas forcément le plus malin à faire, mais en revanche, à prendre le lien de la conversation là et de la leur envoyer par mail ou en message privé. Et vous savez qu'ils pourront nous retrouver aussi après en replay. Donc, sharing is caring, particulièrement sur ces sujets. Et je ne tarde plus et je laisse la parole à Capucine. Merci beaucoup, Alix, et bienvenue à chacun, où que vous soyez dans le monde entier. On va parler d'un sujet que j'aime tout particulièrement. Je reçois pas mal de parents qui sont soit déjà en burn-out parental ou qui sentent qu'ils s'y approchent pour justement détecter, prévenir et traiter ce burn-out et les aider un peu partout dans le monde. Alors, burn-out parental, vous connaissez sûrement le burn-out, qui est un concept qui est apparu dans les années 70 et qui a été évoqué comme étant extensible à la parentalité fin du XXe siècle. Mais en fait, il y a eu très, très peu d'études sur le burn-out parental jusqu'en 2017, où deux chercheuses de l'Université de Louvain, en Belgique, Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak, ont fait 15 études sur 18 000 parents dans 42 pays, justement pour définir ce concept, c'est-à-dire nature, diagnostic, cause et conséquences. Alors déjà, on ne va pas se voiler la face. Le burn-out parental, c'est un sujet qui est encore très tabou. Dire à votre entourage, à vos familles, à vos amis, j'en peux plus de mes enfants, je ne peux plus les voir, j'en ai ras-le-bol des cris, j'en ai marre du bazar, j'en ai marre de faire taxi. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Mais dans cette société où on met surtout l'accent sur les aspects positifs de la parentalité, c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas forcément à dire parce que souvent, on a honte. Et que souvent, on se sent faible en tant que parent. Et pourquoi est-ce que tous les autres parents y arrivent et pas moi? Et c'est possible quand même d'être en burn-out parental. Quand on a des enfants, quand on devient parent, on nous parle beaucoup de la joie d'être parent. Bravo, félicitations, welcome à ce nouveau petit garçon. Oui, certes, la parentalité apporte énormément de joie et également aussi beaucoup de stress. Mais quand on devient parent, on ne nous dit pas, eh bien écoute, bon courage, parce que certains vont penser petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Et en fait, tiens, voilà, un guide à la parentalité pour éviter de tomber en burn-out parental. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on nous dit. On va déjà commencer par déconstruire des mythes. Il n'y a pas que les femmes qui tombent en burn-out parental. Et oui, quand on prend les parents en burn-out parentaux, un tiers des burn-out chez les parents sont faits par des hommes. Notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'à stresseurs et ressources comparables dans leur vie et dans leur rôle parental, les hommes tombent beaucoup plus facilement en burn-out que les femmes. Donc, ils sont plus vulnérables.
Ça n'est pas parce que vous avez des enfants avec des difficultés, que vous avez un enfant handicapé ou malade, que vous êtes plus à risque que d'autres parents. Par exemple, si vous avez un enfant qui est autiste, si vous mettez en face les ressources et une organisation pour pouvoir accompagner votre enfant, ça ne sera pas un stress. Ce ne sont pas que les familles qui ont beaucoup d'enfants et qui ont des enfants en bas âge qui sont en burn-out parental. Oui, les enfants en bas âge apportent beaucoup de cris, de crises et aussi de fatigue. Et les ados aussi apportent aussi beaucoup de cris et de soucis. Les familles monoparentales et les familles précaires ne sont pas plus à risque que les autres familles. Vous pouvez par exemple être une famille en couple et pourtant avec un conjoint très peu investi dans sa parentalité. Donc, vous pouvez être plus à risque, par exemple, qu'un parent qui sera solo. Et le burn-out parental n'est pas une invention du 21e siècle. La parentalité a toujours été source de stress, toujours. Oui, certes, au 21e siècle, il y a des challenges particuliers supplémentaires. Et notamment, un gros challenge de notre époque, qui est la pression des réseaux sociaux. Aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, là où vous êtes en train de m'écouter, je suis sûre que vous avez directement accès à des photos de vos amis, de vos familles qui sont voilà, un peu éparpillées partout dans le monde. Et ils sont souriants, ils sont unis, ils font des chouettes activités ensemble, ils ont l'air de s'aimer, c'est un peu les familles parfaites. Et vous, quand vous regardez vos enfants, ils ont un trou dans le jean, ils ont une tache de fraise là, ils ont une moustache de chocolat. Voilà. Et vous sentez pas forcément très en adéquation avec cette image de parents parfaits. Et on a également beaucoup aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous parlent de parentalité positive. Il faut être un super parent. Alors, j'en profite pour faire une petite aparté sur la parentalité positive, parce que je suis moi-même formatrice en discipline positive. Et je trouve que ce qui est très important justement pour éviter cette pression par rapport à la parentalité positive, c'est de se dire que tout ce qui est parentalité positive doit être considéré comme un phare. C'est-à-dire que ça doit être non pas une finalité en soi, non pas un but, d'ailleurs que vous n'atteindrez jamais, d'être un parent 100% épanoui, parfait, positif tout le temps, c'est pas possible. Mais la parentalité positive, elle va éclairer votre chemin de parent et vous permettre de vous dire, OK, est-ce que je prends plutôt le chemin de droite ou de gauche? Là, je vois que c'est plus sinueux que là. Là, je risque de me prendre un caillou. Là, je risque de tomber dans un gouffre. Voilà. Ce n'est pas une finalité, c'est une manière d'éclairer votre chemin. Alors, phénomène assez intéressant. Il a été démontré qu'il y a une prévalence du burn-out parental dans les sociétés qui sont plus occidentales et en fait qui sont plus individualistes. Il y a moins de burn-out parentaux observés dans les sociétés qu'on dit plus collectivistes. Et par exemple, ici en Afrique, il est assez fréquent d'entendre, il faut par exemple tout un village pour élever un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, il va être baladé de bras en bras, il va être éduqué par plusieurs personnes, pris en charge par les grands-parents, les cousins, les cousines, etc. Alors que dans nos sociétés, à nous, occidentales, on est plus individualiste. Et donc, on a plus de pression à tout gérer tout seul. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que le burn-out parental? C'est quand vous avez trop de stresseurs avec pas assez de ressources pendant trop longtemps. Et donc, que vous devenez un peu comme consumé. Imaginez en fait que votre parentalité, c'est comme une balance. Sur cette balance, vous avez bien sûr la joie d'être parent et toutes les ressources que vous mettez en place pour être heureux d'être parent et que ce soit un plaisir. Et vous avez de l'autre côté le stress d'être parent. Ces stress, ils seront toujours là. Il y aura toujours des stress liés à la parentalité. Et en fait, quand vous avez trop de stress et pas assez de ressources, pendant trop longtemps, vous avez un déséquilibre de votre balance. Et c'est là où vous êtes en burn-out parental. On ne tombe pas en burn-out parental du jour au lendemain. En revanche, c'est un processus. On va prendre une image qui est celle de la grenouille qu'on met dans de l'eau chaude. Si vous êtes une grenouille, donc en tant que parent, vous êtes ma grenouille, et je vous mets dans une casserole d'eau bouillante. Spontanément, intuitivement, vous allez, pour survivre, sortir de la casserole d'eau bouillante. En revanche, si je vous mets en tant que grenouille dans une casserole d'eau froide et que je mets à petit feu chauffer l'eau,
au fur et à mesure, l'eau va bouillir, et ben vous, en tant que grenouille, vous allez vous consommer et mourir à petit feu. Eh bien, en fait, c'est cette idée que le burn-out parental, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et c'est parce que c'est sur le long terme, il y a un déséquilibre de votre balance. Dans votre balance, vous pouvez avoir différents stresseurs qui vont peser plus ou moins lourd. Vous avez des stresseurs sociodémographiques, situationnels, personnels, familiaux et liés à la relation avec votre enfant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, dans votre balance, certains stresseurs vont peser plus que d'autres. Par exemple, tous les stresseurs liés à votre personnalité vont être particulièrement lourds dans votre balance. C'est-à-dire que si vous êtes un parent qui a du mal à gérer son stress, qui est particulièrement émotif, qui a des émotions très fortes, qui ne sait pas quoi en faire, qui a une image de lui en tant que parent parfait également assez élevée, eh bien, en fait, tous ces stress liés à votre personnalité vont plus peser dans votre balance que, par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'enfants dans un espace limité. Et à l'inverse, du coup, si vous êtes un parent plutôt cool, zen, eh bien, du coup, ça sera des énormes ressources. Si vous savez gérer vos émotions, ça sera beaucoup de ressources pour pouvoir vous rééquilibrer votre balance. Donc, important de se dire qu'en fait, tous les stresseurs n'ont pas le même poids dans la balance et surtout ceux liés à votre personnalité auront un impact encore plus lourd par rapport au déséquilibre dans votre parentalité. Les symptômes du burn-out parentaux, il y en a 4. Et d'abord, vous allez vous sentir, quand vous êtes en burn-out parental, vous allez vraiment vous sentir épuisé. Vous n'allez pas réussir à vous lever le matin. Vous avez envie de dormir tout le temps. Vous voulez vous coucher tôt, aller faire des siestes. Vos batteries sont à plat. Et comme vous êtes épuisé, ça va mener à une distanciation émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez peu d'énergie et le peu d'énergie que vous allez avoir, eh bien, vous allez le consacrer à des tâches essentielles. Oui, vous allez lever vos enfants, vous allez leur donner à manger, vous allez les accompagner à l'école, vous allez les récupérer et les coucher, mais vous n'aurez plus l'énergie pour vous investir pour faire une activité ensemble, cuisiner ensemble, passer un moment de qualité ensemble, les écouter. Vous allez faire le minimum. Et donc, vous êtes en pilote automatique. Et on appelle ça, en fait, avoir une parentalité froide. Du fait de cette parentalité froide, vous allez aller vers une perte de plaisir d'être parent. J'en peux plus de m'occuper de mes enfants. Tout est trop. C'est plus un plaisir d'être avec eux. Et limite, vous allez avoir envie de quitter parfois votre foyer pour souffler parce que ça n'est plus source de joie. Ou alors, vous allez aller voir vos enfants quand ils dorment, parce que là, au moins, c'est calme. À ça vient s'ajouter le phénomène de contraste avec le parent que vous étiez avant. Vous réalisez que vous n'êtes plus le même parent et vous n'êtes pas le seul à le réaliser. Vos enfants réalisent que vous n'êtes plus pareil. Votre entourage réalise, mais ils ne vous le disent pas forcément. Donc voilà les 4 symptômes auxquels vous pouvez être vigilant pour savoir si oui ou non vous êtes en burn-out parental. Alors, ça va être des parents qui vont nous dire « J'attends que les heures passent. Je regarde ma montre et j'attends l'heure de la sieste et du coucher du soir pour être tranquille. Je subis ma parentalité. Je suis tellement en colère. Je ne réagis même plus quand mes enfants se font mal. Je ne m'aime plus. Je manque d'amour envers moi-même et je culpabilise. » Il y a beaucoup de parents qui se sentent nuls, qui ont du coup une mauvaise image d'eux, qui culpabilisent de ne pas pouvoir y arriver. Pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pas moi ? Je n'ai pas de reconnaissance de ce que je fais. Je ne m'occupe que de mes enfants et je ne fais rien d'autre pendant mes journées. Donc, on est parent, parent, parent et on n'est plus soi, la belle personne qu'on est. C'est un tout. Ces journées qui ne se finissent jamais, ces disputes, ces saletés que je nettoie tout le temps et ce désordre permanent qui m'envahit. Voilà, ça va être ce genre de phrases, de situations, peut-être que vous vous reconnaissez. Et voilà, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a beaucoup de parents qui le vivent. Donc, comme je vous le disais, le burn-out parental amène vraiment à un écroulement de l'estime de soi. Je ne suis plus capable. Je ne peux plus. Je suis nulle. Ou alors, oui, il y a le fait que quand on est en burn-out professionnel, on peut arrêter de travailler.
on peut avoir un arrêt de travail, on peut quitter son travail. Alors que quand on est en burn-out parental, on ne peut pas quitter sa parentalité. C'est pas possible. On ne peut pas démissionner de sa position de parent. Donc, on est comme coincé. Il y a certains parents aussi qui n'arrivent pas à lâcher prise. Parce que pour eux, c'est trop difficile de se faire aider par l'extérieur, de se dire que s'ils n'assument pas leur parentalité, ça veut dire aussi qu'ils sont faibles, qu'ils ne sont pas capables. Donc, pour certains, se faire aider et s'avouer que là, non, c'est stop, ça va être difficile. Et justement, Isabelle Roskam et Moira Mikołaj-Zak, qui ont justement beaucoup travaillé sur le burn-out parental, disent, et j'adore, que souvent, les parents qui sont en burn-out parental sont souvent des parents qui sont extraordinaires. Parce que ce sont des parents qui s'investissent, qui veulent le meilleur pour leurs enfants, qui ont des exigences vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs enfants, qui veulent les emmener loin. Et c'est tout à fait louable de leur part. Donc, si vous êtes en burn-out parental, vous êtes probablement extraordinaire. Capucine, une question à ce stade. On voit bien les symptômes que tu mets. Mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce que ces symptômes-là, même sans être en burn-out parental, je pense qu'aucun de nous, parents ici, ne les a pas ressentis à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on est au burn-out parental parce que tout à coup on a eu envie de jeter un enfant par la fenêtre? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait tous ces symptômes et de façon durable? Ouais, ça va être tous ces symptômes. Alors, on peut tout à fait être épuisé, on peut en avoir marre de ses enfants, mais il va y avoir un symptôme qui va être particulièrement, entre guillemets pour moi, un peu déclencheur ou de se dire là, attention, j'y suis peut-être. C'est le contraste. Le contraste avec le parent qu'on était avant. On ne se reconnaît plus. Nos enfants nous disent maman, là, tu deviens violente, tu nous cries tout le temps dessus. Tu veux rien faire avec nous. Et même l'entourage va dire mais qu'est-ce qui t'arrive? On a l'impression que ça ne va pas. Donc, oui, il faut tous les symptômes. Et après, je vais vous présenter, il y a un test qu'on peut faire. Et bien sûr, l'accompagnement avec un thérapeute, avec quelqu'un de formé, pour pouvoir savoir si oui ou non vous y êtes ou vous vous rapprochez. Parce que vous pouvez aussi très bien être à la limite. Donc, on en parlera un petit peu après sur justement comment est-ce qu'on peut détecter si on est en burn-out parental. Il va y avoir des conséquences sur le parent qui est en burn-out parental. Ça veut dire qu'il va être plus irritable. Il va développer, par exemple, des problèmes de santé. Par exemple, se bloquer plus facilement le cou, le dos, se casser quelque chose alors qu'il a fait une simple chute. Donc, il faut écouter son corps dans ce cas-là parce que votre corps parle de vous. Il va y avoir développement d'addiction, par exemple addiction à l'alcool, parce que quand on boit, eh ben, on oublie et ça fait du bien et on se sent mieux. Des idées suicidaires, envie de tout plaquer et de tout quitter, et aussi parfois des troubles du sommeil. Alors bien sûr, addiction, idées suicidaires, envie de tout plaquer, ça va être extrême. On peut être en burn-out parental sans avoir tout ça. Mais ce sont des conséquences sur le parent qu'on observe. Sur le couple, il va y avoir beaucoup plus de violence et de conflits physiques et verbaux. Parfois, envie aussi d'aller voir ailleurs, parce que peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Et sur les enfants, les parents vont être plus négligents vis-à-vis des enfants, physiquement, éducativement. Les enfants vont recevoir plus de violences verbales et physiques aussi, plus de coups, plus de paroles acerbes, désagréables. On va observer chez l'enfant de l'anxiété, qui va aussi se révéler par des difficultés scolaires, des troubles du sommeil. Voilà. Donc, c'est des choses pour lesquelles l'entourage aussi peut être conscient. Un professeur qui voit un enfant qui allait très bien et qui, au niveau scolaire, et qui voit l'enfant décrocher, peut se poser des questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe chez lui? Alors, en quoi est-ce que l'expatriation apporte plus de challenge? On ne va pas se voiler la face là non plus. Bien sûr, vous savez que l'expatriation apporte beaucoup de stresseurs qui sont tout à fait liés à l'expatriation. Parfois, on en est conscient ou pas. Et on a moins de ressources. Donc, par exemple, rien que le fait de savoir qu'on part en expatriation, eh bien, il faut gérer l'anxiété de ses enfants. Déjà, il faut gérer la sienne, mais en plus, il faut gérer l'anxiété de ses enfants. Les humeurs, donc l'anxiété, les peurs qui vont se ressurgir en angoisse, en agressivité, par exemple. Donc ça, il faut pouvoir le gérer. Et puis, vous êtes peut-être dans un pays où vous ne comprenez rien à la langue et vos enfants sont scolarisés en système scolaire local.
Et donc, vous êtes dans l'incapacité de les aider à faire leurs devoirs. Bon, bah, c'est un stresseur supplémentaire. Peut-être que votre conjoint est beaucoup en déplacement professionnel. Donc, vous êtes seul à assumer vos enfants dans ce nouveau pays où vous ne comprenez rien. En plus de ça, il faut conduire à gauche. Vous ne savez pas où aller faire vos courses. Vous avez 3 à 4 coupures d'eau et d'électricité par jour. Et en plus, il faut ramener tout le monde à la maison à partir de 17 h parce qu'il y a des risques de malaria. Bon, bah, oui, vous avez le droit de vous dire que ça fait un petit peu beaucoup à gérer. Peut-être que vous avez des enfants qui ont des besoins spécifiques. Ça peut être de l'enfant dyslexique qui est dans une école, une classe où il n'a pas reconnaissance de sa dyslexie. Donc, du coup, vous devez l'aider particulièrement, le soutenir. Ou alors vous battre pour qu'il y ait un soutien particulier pour cet enfant. Ou alors peut-être que vous avez un enfant qui a un souci de santé et que dans le pays où vous êtes, eh bien, vous n'avez pas recours à un système médical qui vous permet d'assurer le suivi de santé de votre enfant. Et bien, ça fait des stresseurs en plus. Et en plus, étant loin de votre pays d'origine, vous n'avez peut-être pas de relais. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas de parents, grands-parents, amis sur qui compter parce que vous êtes nouveau dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de communauté francophone ou de votre langue d'origine pour comprendre que vous venez d'arriver et qu'il faut vous soutenir. Donc peut-être que vous êtes isolé et que vous vous sentez vraiment seul à devoir gérer tout ça. Et peut-être aussi que vous avez dû suivre votre conjoint en quittant un travail dans lequel vous étiez très, très épanoui. Vous retrouvez dans un pays, un nouveau pays, à gérer vos enfants et que vous devenez plus que le parent de votre enfant. Et vous n'avez plus ce travail qui vous permettait de vous épanouir, de vous sortir de votre parentalité, de remplir votre vase. Et quand vous rentriez à la maison, eh ben, vous étiez pleinement pour vos enfants parce que vous aviez passé une journée professionnellement enrichissante. Voilà, c'est aussi, du coup, une ressource en moins à votre parentalité et à votre équilibre. Et parfois, je pense qu'on n'en parle pas forcément, mais de ce que j'entends, c'est que le fait de partir en expatriation, parfois on est dans des conditions matérielles qui sont très agréables. On a la chance de vivre aussi des expériences qui sont extrêmement chouettes et enrichissantes. Et que raconter à nos familles, à nos amis qui sont dans notre pays d'origine, que, eh bien, on en a ras-le-bol de nos enfants, que c'est dur, qu'on en a marre de ne faire que ça, qu'on en a marre d'être parents. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le comprendre ou l'entendre sans jugement et qu'on n'ose pas le leur dire parce que pour l'extérieur, notre expatriation est dorée. Alors, justement, pour répondre à ta question, Alix, suis-je en burn-out parental? Donc, oui, clairement, vous pouvez observer, est-ce que vous êtes extrêmement fatigué ou non? Est-ce que vous sentez que vous êtes en mode de pilote automatique pour vos enfants, à faire le strict minimum, et que vous n'avez plus de plaisir à être avec vos enfants? Et est-ce que vous êtes différent du parent que vous étiez avant? Vous pouvez aussi regarder des symptômes qu'on va dire plutôt secondaires. Est-ce que vous piquez des crises plus facilement? Vous êtes agressif? Est-ce que vous soupirez beaucoup? Est-ce que vous n'avez jamais porté la main sur vos enfants et en fait, vous commencez à le faire? Est-ce que vous pleurez beaucoup? Est-ce que vous vous recroquevillez sur vous? Voilà. Est-ce que un jour, vous vous êtes retrouvé dans le coin de votre chambre à pleurer en sanglots et à juste plus y arriver? Voilà. C'est des choses que vous pouvez observer et vous dire, tiens, avant, c'était pas comme ça. Et vous pouvez faire le test du PBA sur le site burnoutparental.com. C'est un test qui va vous demander de répondre à des questions et à la fin, vous allez avoir, donc le test calcule un score et à la fin, vous allez avoir un résultat disant vous n'êtes pas en burn-out parental, vous en approchez, là, clairement, vous y êtes. Alors, bien sûr, ce test, il est à discuter avec un professionnel qui est formé. Parce que ça peut vous angoisser de vous dire mince, le test m'a sorti, j'étais en burn-out. Ou alors, tiens, le test ne me dit pas, mais en fait, vraiment, je ne me sens pas bien. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui est formé en burn-out parental, justement pour faire avec lui votre balance. Et puis, pour venir déposer ce qui se passe en vous et toute votre souffrance et évaluer quels sont vos stress actuels, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et vos ressources. C'est une image et cette image, elle aura tendance à évoluer selon votre situation, selon votre lieu de résidence, selon l'âge de vos enfants, selon plein de choses. Mais ça n'est qu'une photo. Mais de savoir avec un professionnel où on en est à cet instant T, ça peut être aidant. Le but de la balance, c'est bien sûr de prévenir le burn-out, de le traiter si on y est et de trouver des solutions et d'éviter de rechuter.
Est-ce que je peux m'en sortir? Oui, bien sûr, vous pouvez vous sortir du burn-out parental, je vous en assure. Chacun a son rythme. Chaque burn-out est très spécifique, particulier. Personne n'a la même histoire. Mon premier conseil, ça sera vraiment d'aller trouver une oreille qui soit dans l'écoute active. Une personne qui soit capable de vous écouter sans jugement aucun, pour vous laisser dire votre souffrance, qui soit capable d'entendre « j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de les balancer par la fenêtre ». Bah ouais, ça peut vous arriver. Et quelqu'un qui va vous dire qu'il vous comprend et qui va vous aider à rétablir votre balance parentale. Pour la rétablir, il va falloir renforcer les ressources. Et ça va être un travail de co-construction avec la personne formée. Il va falloir que vous acceptiez certains stresseurs irréductibles, comme par exemple le fait d'avoir un enfant autiste. Vous ne pouvez pas changer ça, c'est comme ça. Ou le fait d'avoir 3 enfants, bah, c'est comme ça. Vous avez 3 enfants et c'est comme ça. Vous ne pourrez pas le changer. En revanche, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça soit plus léger à vivre? Et vous pouvez aussi, avec cette personne formée, éliminer les stresseurs majeurs malléables. Par exemple, si vos enfants vous demandent une énième activité et que vous ne vous en sentez pas capable, bah, savoir dire en fait là, non, je ne peux pas. Même si j'aimerais beaucoup pour toi que ça fait très plaisir, là, non, je me protège et je me respecte. On peut se faire accompagner dans différents domaines par des professionnels. Par exemple, si vous avez des problèmes de sommeil liés à votre burn-out parental, il est important d'aller voir une personne qui vous aidera à réguler votre sommeil. Parce qu'un parent épuisé, il ne peut pas donner de l'énergie pour pouvoir se rapprocher de son enfant. Si vous voyez que vous faites le yo-yo en termes de poids, rapprochez-vous d'un nutritionniste. Si vous avez besoin de parler et d'évacuer ce trop-plein émotionnel qui vous envahit, rapprochez-vous de personnes qui sauront faire preuve d'écoute active, comme un psychologue ou un conseiller parental qui sera formé à l'écoute active. Et d'autres outils pour s'en sortir. Vous pourrez évaluer ce qui vous nourrit et ce qui vous coûte. Faire attention à se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Au lieu d'être à 100% dans ma parentalité, pour mes enfants, à tout faire pour eux, voilà, à me donner entièrement à eux, est-ce que je peux, moi aussi, remplir mon vase pour pouvoir être mieux avec eux et mieux leur donner? Il y a un proverbe africain qui dit « Comment veux-tu pouvoir abreuver ton village si ta jarre est vide ?» Donc, pensez à bien remplir d'abord votre jarre pour être sûr d'être bien avec vous-même et avec votre entourage. Et il y a des choses qui vous coûtent peut-être, comme je disais, une conduite en trop, le fait d'avoir 3 enfants dans des systèmes scolaires différents. Bah, est-ce qu'en fait, avec des plannings, des lieux de conduite différents, des plannings scolaires différents, de vacances et tout, est-ce qu'en fait, il ne vaudrait pas mieux mettre tout le monde dans le même système? Alors, c'est facile à dire, je sais que c'est plus difficile à mettre en place, mais ce sont des choses qu'on va évaluer et voir si c'est malléable ou pas, si c'est envisageable ou pas. Faire le bilan de ce qui est prioritaire et secondaire. Par exemple, si vous êtes en transition entre 2 pays et que vous devez gérer votre déménagement, si vos enfants, pendant 3 semaines, entre votre moment de départ et votre moment d'installation, mangent des pâtes tous les soirs, eh bien, c'est pas grave. Même si vous voudriez qu'ils mangent 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est secondaire? Est-ce que ce qui sera prioritaire, ça va être de me coucher tôt pour être en forme versus d'aller courir d'aller faire l'exposé de mon fils tard la nuit pour être sûr de lui préparer tout ce qu'il faut pour le lendemain. On va également travailler ensemble sur l'image du parent parfait. Comme je vous le disais, beaucoup de parents extraordinaires sont en burn-out parentaux, souvent parce qu'ils ont une image de ce qu'ils doivent être en tant que parents, avec une exigence extrêmement forte. Il n'y a pas de parents parfaits. On est tous parfaitement imparfaits. Et ça se travaille parce que ça vient faire appel à nos logiques privées. On va travailler aussi sur la gestion du stress. On a tous une façon très différente de gérer ce stress. On peut aussi travailler sur le renforcement de l'équilibre parental en déléguant certaines tâches à son coparent, en parlant aussi. Et donc, pour en parler, il faut apprendre à exprimer ses besoins de manière constructive. Souvent, quand on est en burn-out parental, on n'est pas capable de dire de manière constructive à son conjoint « Help, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu sois là pour m'en sortir parce que je n'y arrive plus. »
D'abord, on n'est pas capable parce qu'on peut avoir honte, on peut se sentir faible, on peut penser que celui en face n'est pas capable de le recevoir aussi. Et parfois, on ne sait juste pas comment le dire. Et comme on est mal, on va le dire de manière agressive. Et bien, en fait, il est capable, il est tout à fait possible de passer en méthode communicative constructive pour demander de l'aide, que ce soit à son coparent ou alors autour de soi. Et ça demande de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité, ça fait grandir. Alors, tout ça pour vous dire que voilà, je suis formée pour accompagner les parents pour prévenir, détecter et sortir du burn-out parental. Je suis aussi formatrice en discipline positive et je fais j'ai beaucoup d'outils à transmettre aussi en parentalité positive. Encore une fois, non pas pour être un parent parfait, mais pour éclairer notre chemin de parent pour que celui-ci soit plus léger, agréable, joyeux, gai, et pour transmettre à nos enfants tout ce dont on rêve en termes de compétences psychosociales. Je suis spécialisée également dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, qu'on appelle aussi HP, précoce, zèbre, étant moi-même concernée à la maison. Donc ça peut aussi être un stress dans votre parentalité. J'en suis moi-même un exemple. Je sais à quel point ça peut être parfois difficile, mais comme tout type d'enfant, chacun a ses choses à apporter, mais je sais que cette spécificité, voilà, je sais qu'on peut en faire quelque chose de très beau. Et bien sûr, je suis spécialisée dans l'expatriation. Nous sommes partis de France il y a maintenant 11 ans. Nous avons vécu en Allemagne, en Belgique et en Afrique du Sud. Et je sais ce que c'est que d'accoucher dans un pays à l'étranger. Mes 2 derniers sont nés en Allemagne. Donc, dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément. Je sais ce que c'est que de bouger avec des enfants en bas âge, que c'est très fatigant. Je sais ce que c'est que de chercher des écoles qui soient adaptées à chacun de nos enfants, parce qu'on cherche le meilleur pour eux souvent. Donc, je connais vos problématiques de fatigue, de stress, tous les challenges que vous pouvez avoir. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez que vous êtes en burn-out parental ou que vous y êtes déjà. Je me ferai vraiment une joie de pouvoir discuter avec vous, vous accompagner et vous permettre de vous en sortir si vous me faites confiance. Capucine, déjà un grand merci, on n'a pas tout à fait fini. Je voulais juste redire à chacun qui peut poser des questions dans le chat s'il le souhaite. C'est vraiment le moment parce que cette intervention va se terminer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et moi, j'en ai déjà une. Ouais. Il y a des moments, on ne sait plus très bien si c'est soi-même ou l'enfant. Tu parlais des enfants avec des besoins spécifiques. Il peut y avoir des enfants très difficiles. Si vraiment je pète les plombs parce que j'ai un enfant très difficile, où on ne sait plus très bien où est l'œuf, où est la poule, qui doit être aidé? C'est l'enfant ou c'est le parent? On peut faire les deux. On peut vraiment travailler sur les deux et puis même sur la famille de manière générale. Le parent peut avoir un trop-plein et besoin d'un conseil parental, besoin d'un espace de parole auprès d'un psychologue, besoin juste d'aller prendre un café et un déjeuner avec une copine pour pouvoir lui dire que c'est trop. L'enfant peut se faire suivre aussi, peut avoir besoin d'un conseil d'un psychologue aussi. Pas conseil, mais d'un espace de parole en fait aussi. Ou alors d'aller voir une kinésiologue, ça peut être des sophrologues pour gérer du stress. On peut jouer à plein de niveaux différents. Et généralement, quand j'accompagne des parents, j'utilise une palette de personnes et de ressources autour, justement pour aider à la fois le parent qui ne va pas bien, l'enfant qui a des difficultés, mais ça peut être aussi les frères et sœurs qui vont subir l'agressivité actuelle d'un enfant qui n'est pas bien et qui a une répercussion sur la mère qui s'effondre, ou le père qui ne comprend pas, eh bien, on va aussi permettre un soutien aussi pour psychologique, par exemple, pour amener le papa et l'aider à soutenir sa famille. Voilà, on peut sur plein de plans différents. Je crois que nous avons été coupés. Ah. Et Capucine, tu es en train de dire que on peut agir sur tous les membres de la cellule familiale, les parents, l'enfant, les frères et sœurs. Et ça a coupé, je crois, quand on a été aux frères et sœurs. Oui, et le conjoint aussi. Le conjoint peut aussi se faire aider, que ce soit psychologiquement, par des amis, pour lui-même devenir une ressource pour sa famille. Merci beaucoup, Capucine.
Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions pour l'instant, sinon n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si jamais vous avez été sensible à ces propos de Capucine, si vous vous êtes senti rejoint dans ce que vous vivez à la maison, surtout n'hésitez pas, ne restez pas seul. En expat, il y a suffisamment de solitude. Et là, vous voyez trouver des ressources qui vous accompagneront. Ça n'engage à rien. Capucine organise le 11 avril prochain, en heure française, de 14h à 15h30, un café échange sur ce thème du burn-out. Donc là, on sera du burn-out parental. Vous serez en beaucoup plus petit comité. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de femmexpat.com dans la rubrique événements ou à contacter Capucine directement. Un grand merci, Capucine, pour ces conseils précieux, pour tous ces éclairages, pour cette capacité que tu as à mettre tous les éléments en perspective qui nous aident à mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Amis expatriés, très belle journée à vous tous, partout, dans tous les pays où vous habitez. Et on se retrouve bientôt, le 6 avril, pour un autre Facebook Live sur les métiers de l'enseignement, qui concerne aussi pas mal d'entre vous. Comment devenir prof, comment devenir instituteur, comment capitaliser sur cette expérience internationale que vous pouvez avoir. Voilà les questions auxquelles on répondra le 6 avril avec le Collège Sévigné. Capucine, merci, à bientôt. Merci.